l'idée aujourd'hui, c'est mille et une façons d'augmenter sa visibilité. Puis, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est quelque chose qui est très important. On dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais la visibilité aussi, c'est une très grande partie parce que si quelqu'un ne vous connaît pas, c'est dur de l'avoir comme client. Fait que le plus que vous êtes visible, le plus de façons que vous avez d'être visible, le plus facile pour les gens, c'est de vous reconnaître, d'apprendre à vous connaître aussi, de voir votre personnalité puis de s'attacher à votre marque. Les grandes entreprises, pourquoi le monde achète autant d'eux, c'est que ça fait assez longtemps qu'ils les voient, ça fait assez longtemps qu'ils expérimentent les produits, que leurs amis ont expérimenté les produits, ils font une totale confiance en l'entreprise, mais tout ça part d'une visibilité. Donc, on a déjà fait notre présentation. Donc, pour les objectifs aujourd'hui, ça va être vraiment de vous sensibiliser au point de vue de comment est-ce qu'on peut créer des trucs avec la créativité qui ne coûtent pas trop cher. On va aussi des moyens qui sont un peu plus dispendieux, mais on va faire un bel équilibre entre c'est quoi qui est gratuit ou qui nécessite seulement des ressources à l'interne, puis qu'est-ce qu'il faut aller chercher un budget supplémentaire. Puis aussi que 100% vous avez 100% plus de chances de recruter des clients, d'avoir des nouveaux prospects si vous êtes visible que si vous ne l'êtes pas. Comme je disais, si personne ne vous voit, personne ne va vous connaître, à moins que vous soyez assez chanceux pour avoir quelques personnes qui sont vos clients, qui vous aiment assez pour propager la bonne nouvelle, puis parler de vous à leurs amis. Sinon, les moyens qu'on va voir aujourd'hui, puis les moyens aussi qu'on va mettre dans l'article de blog puis dans la vidéo, surtout dans l'article de blog, on va les mettre au complet. Aujourd'hui, on va en voir plusieurs, mais pas toutes. Dans l'article de blog, il va peut-être en avoir une cinquantaine, fait que ça va être super utile. Je parlais de confiance tantôt. 46% des gens disent qu'ils paieraient plus cher pour une marque en laquelle ils ont confiance. 46% des gens, pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont toujours aimer mieux acheter plus souvent, puis faire plus d'efforts là-dedans que d'acheter une fois, puis de vraiment avoir une valeur sûre. Le reste du 46%, c'est vraiment... On fait confiance à une marque, on sait qu'est-ce qu'on va avoir avec elle, puis comment on sait ça, c'est souvent, justement, on a tellement expérimenté avec elle, les gens qu'on connaît font confiance à la marque, donc on développe une sorte de relation avec cette marque. Donc, comme je disais, on entend ce qu'on voit. Francis, je pense que ton micro est désactivé. J'ai peut-être fait l'erreur de vouloir de fermer un autre, puis je pense que je t'ai fermé. Désolée. Ouais, tu m'avais fermé. Pas grave. Je t'ai rendu où avant que ça coupe? C'est peut-être 15 secondes. OK. Donc, tout ce que vous faites avec votre marque, toutes les actions que vous allez poser, toutes les manières que vous allez vous rendre visible, c'est toujours des façons qui vont faire que les gens ils vont faire plus confiance ou moins confiance, qui vont apprendre à vous connaître plus. Donc, les manières les plus efficaces que vous allez trouver, qu'on va parler aujourd'hui, que vous allez voir dans les autres types de contenus qu'on va mettre, c'est toujours de trouver ceux qui conviennent le plus à votre cible, puis comment est-ce qu'on peut les mettre à notre image à nous pour montrer notre personnalité, comment on peut se rapprocher le plus des gens pour que chaque fois que notre visibilité va marcher, chaque fois que quelqu'un nous voit, que ça ne soit pas en vain, que ça soit vraiment quelque chose qui va les marquer ou qui va travailler dans un sens qui est stratégique. Le micro de Francis est encore coupé, pardon. Désolé. On va finir par s'en sortir. Et ta présentation. Oui. Fait que c'est d'affecter la perception des gens, puis vraiment aller... C'est entre la vente et le marketing. La vente, c'est vraiment de pousser quelque chose dans la bouche des gens un petit peu. On pourrait dire c'est de présenter un produit directement, tandis que le marketing, c'est vraiment de rapprocher sa marque puis aussi de la rendre visible. C'est vraiment ça la différence. On dit souvent, ceux qui font du marketing, c'est de la vente, ils font de la vente de suppression, mais en fait, c'est le contraire. C'est que tu fais juste te mettre en avant des bonnes personnes puis leur montrer que tu es la bonne compagnie, tu es le bon site touristique, tu es le bon produit pour ces personnes-là. Fait que c'est tout le temps à travailler on gagne de la confiance des gens, puis on se rapproche d'eux, mais tout commence avec la visibilité. Il y a aussi le bouche à oreille qui est à peu près le plus vieux concept de l'humanité avec le storytelling. Ça, c'est toujours qu'est-ce qui est le plus puissant parce que
je répète, confiance, c'est vraiment un mot qui est important. Si un de tes amis te recommande d'aller à tel attrait touristique, bien, il y a des bonnes chances que tu vas y aller juste parce que c'est quelqu'un de proche de toi, donc tu fais confiance en cette personne-là. Mais il y a moyen que votre entreprise, que votre organisme puisse se rapprocher des gens assez pour qu'il y ait une confiance en vous et qu'ils veulent participer à votre succès. Donc, pourquoi c'est important, c'est que tout commence par la visibilité. Si vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, si tu es sur la 2e page de Google, c'est comme si tu étais au cimetière, c'est comme si tu n'existais pas, mais c'est le même principe avec les réseaux sociaux, avec les moyens traditionnels, avec tous les moyens qu'on va voir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas visible, si les gens ne vous voient pas, c'est comme si vous n'existiez pas. Les gens, il n'y a aucune chance qu'ils peuvent venir chez vous. Donc, visibilité égale attention. Quand tu as l'attention des gens, tu as le pouvoir. Mais comment avoir l'attention? Premièrement, c'est de se rendre visible, de savoir qu'on existe. Donc, étape 1, c'est d'avoir une bonne première expérience. C'est toutes les fois que, comme je disais tantôt, toutes les fois que quelqu'un va voir votre marque, il faut que ça vale la peine que la personne que vous avez vue. Parce que c'est dur de se rendre visible avec tout le bruit qu'il y a sur Internet. On dit que les personnes sont exposées à des milliers de pubs par jour. Donc, assurez-vous que vous, la façon que vous le faites, c'est une façon qui va être propre à vous. C'est une façon qui va être différente. Puis c'est une façon qui va rejoindre votre public cible. Puis, tu sais, ne jamais sous-estimer avoir une bonne stratégie de visibilité parce que, comme je dis, si la personne vous voit une fois, c'est peut-être votre seule chance que la personne vous voit de façon qu'elle vous a vu. Après, il faut qu'elle choisisse de s'abonner ou qu'elle passe devant votre site touristique pour vous revoir. Donc, si vous faites une publicité, si vous faites une publication qui a eu un reach qui est en dehors de vos abonnés, assurez-vous que ça soit quelque chose qui vaut la peine. Première fois, souvent, les gens, ils voient votre marque, mais il n'y a rien qui va se passer. Faites-vous-en pas avec ça parce que habituellement, ça prend un bon 4 à 7 fois avant qu'une personne commence à faire des actions. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites une action de visibilité, assurez-vous que ça vaut la peine. Essayez pas de couper les coûts là-dessus, ou si c'est une manière qui coûte rien, assurez-vous que vous allez mettre les efforts, que ça va rejoindre vraiment votre public cible. Donc, première fois, souvent, la personne est occupée, elle ne remarque pas trop. 2 à 3e fois, souvent, c'est de l'inconscient. La personne, elle va scroller sur les réseaux sociaux, elle va passer en voiture. C'est des choses qui vont vite. Souvent, la personne est occupée, elle ne fait pas trop attention, mais son inconscient va commencer à enregistrer de l'information. De 4 à 7 fois, c'est de l'info que la personne va vouloir aller chercher de plus parce que là, elle se dit « Ah, mais ça me dit quoi, cette compagnie-là? Mais ça me cet attrait touristique-là, il me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça à quelque part. » Fait que là, la personne, peut-être qu'elle va visiter votre page, elle va peut-être aller sur Google, écrire votre site web, aller voir sur le site web, elle va regarder des avis, puis peut-être qu'elle va prendre sa décision d'acheter à cette fois-là, ou peut-être que ça va être plus tard. 7 à 12 fois, la personne, elle vous connaît. Elle a confiance en ce que vous faites. C'est sûrement qu'elle vous suit à ce moment-là, puis habituellement, de 7 à 12 fois, la personne est même prête à vous recommander à des amis parce qu'elle connaît assez votre entreprise pour le faire. En haut de 13 fois, habituellement, c'est vraiment quelqu'un qui est venu sur place, qui a déjà parlé de vous à ses amis, qui a aimé l'expérience ou non. Mais si la personne a aimé son expérience, quand ça fait 13 fois qu'elle vous voit et qu'elle vous suit encore, habituellement, c'est quelqu'un soit qui va être régulier ou soit qui va au moins vous référer à quelqu'un une fois dans sa vie. Donc, l'importance, on génère des prospects en se rendant visible parce que, comme je dis, si personne ne vous voit, vous n'existez pas. Donc, plus que le monde va vous connaître, le plus qu'eux vont avoir de chances de venir, mais aussi le plus qu'ils vont avoir de chances de vous référer à quelqu'un. Restez dans la tête des gens. Souvent, on a des entreprises qui posent pas trop d'actions. Ils vont faire un boom pendant leur saison, que ce soit l'hiver ou l'été, mais après ça, le reste de l'année, il ne se passe plus grand-chose. Mais comment est-ce que vous voulez rester dans la tête des gens? Comment est-ce que vous voulez que les gens se rappellent de vous? S'il y a une conversation qui pourrait vous plugger dans la conversation, comment vous voulez qu'ils pensent à vous si ça fait longtemps qu'ils ne vous ont pas vu? T'sais, si vous faites des actions seulement pendant 6 mois, vous allez un petit peu gaspiller le travail que vous avez fait parce que le monde va vite, comme je vous dis, des milliers et des milliers de pubs que le monde voit chaque jour. Si vous ne faites rien, le monde va vous oublier. Donc, gardez au moins une constance. Si c'est votre off-season, faites au moins une publication sur les réseaux. Gardez-vous un petit peu actif. Trouvez des moyens d'amener les gens, mais restez pas inactif, jamais. Augmentez son capital de marque. Donc, capital de marque, c'est vraiment tout ce qui est reconnaissance. C'est la façon que le monde vous perçoive. Puis, une des bonnes façons de faire ça, c'est souvent avec des campagnes de pub parce qu'on peut cibler. Mais n'oubliez jamais, capital de marque,
c'est vraiment ce qui est fort. Toutes les grandes entreprises réussissent à avoir des clients qui sont récurrents parce que ces personnes-là, ils pensent souvent à l'entreprise. Quand ils voient le signe, c'est comme un petit réconfort. Ils savent qu'ils vont avoir de la qualité, ils savent qu'ils vont avoir du divertissement. Peu importe, ça va être pas votre image de marque, mais n'oubliez jamais de travailler ça. Plus que vous avez de la visibilité, plus que les gens vont vous connaître, plus qu'ils vont se rappeler de comment vous êtes, qu'ils vont connaître votre personnalité. Donc, ça, c'est un petit peu plus de... C'est un petit peu dans le même sens de ce qu'on a dit à côté, mais augmenter la confiance, comme je vous en parlais tout à l'heure, crédibilité, c'est toutes des choses qui sont méga importantes. Mieux compétitionner avec les plus gros joueurs de l'industrie. Souvent, ces gens-là, les plus gros joueurs, ils ont plus de difficultés à faire passer des projets parce que les plus petits attraits touristiques, souvent, ils sont plus agiles, vont être plus dans l'agilité, ils vont être capables de faire passer des trucs plus rapidement, vont être capables d'aller trouver des solutions qui sont plus créatives aussi. Donc, plus c'est créatif, habituellement, moins ça coûte cher parce qu'on se reprend avec les ressources à l'interne puis le travail qu'on va mettre sur le projet. Parce que les grosses entreprises, eux, c'est souvent avec le budget qu'ils vont y aller. Augmenter l'engagement, la rétention, la fidélité des gens. Augmenter ses ventes. Parce qu'en bout de ligne, pourquoi on veut de la visibilité? C'est pour faire augmenter ses ventes, c'est avoir des clients de plus. On a une question, Francis. Est-ce que tu aimerais déjà de Marie-Ève, elle demandait au niveau de la fréquence. Donc, la fréquence de publication quand l'organisation est fermée, là, hors saison, comme tu parlais, par exemple pour un festival, hors événement, ce serait quoi la meilleure fréquence? Minimum une fois par semaine, je pense que c'est important de quand même rester actif. Il y a toujours plein de trucs que vous pouvez faire pour les publications. Mais quand on parle de visibilité, ça peut être bien d'autres choses aussi, là. Ça peut être autant de peut-être faire une activité sur place. Il y a des monts de ski qui vont faire un festival des couleurs pendant l'automne, qui vont trouver d'autres sortes d'événements qui vont rentabiliser l'espace qu'ils ont sur place, qui vont se garder dans la tête des gens quand même. Fait que, si on parle de réseaux sociaux, je dirais minimum une fois par semaine. Si vous êtes capable de le faire une fois par semaine, essayez au moins 2 fois par mois ou autant souvent que vous pouvez, mais il y a toujours des nouvelles sur c'est quoi nos avancements, est-ce qu'on a quelque chose à dire, est-ce qu'on a des petits teasers, on travaille un projet pour l'hiver prochain, n'oubliez pas de nous suivre. Il y a toujours moyen de faire de quoi avec ça. Rendu là, ça va aller avec la créativité, mais minimum une fois par semaine sur réseau, puis si vous êtes capable de faire d'autres trucs sur place, ben profitez-en. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant. Là, des fois, j'aime mieux répondre directement quand on parle de ça qu'à la fin, parce qu'à la fin, souvent, on a le droit à juste 4-5 questions parce qu'il ne reste plus grand temps. Fait n'hésitez pas si vous avez quelque chose. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On va se garder quand même des réserves là-dessus. Là. Il y a quand même des limites que vous pouvez aller, mais c'est quand même un bon exemple de l'importance de la visibilité parce que s'il y en a si ce dicton-là existe, puis que le monde dise, même si vous en parlez en mal, c'est l'importance d'en parler, ça donne une bonne importance à la visibilité puis à ce que ça représente pour les gens. Parlant de parler-en mal, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Colin Kaepernick, quand il faisait, pendant l'hymne national, il mettait un genou à terre pour protester. Dans le fond, Nike avait fait une publicité avec lui. Puis la publicité, au début, tout le monde disait on va brûler nos chandails, on brûle nos souliers, on brûle tout notre stock Nike, on boycotte parce qu'ils soutiennent quelqu'un qui est contre l'Amérique parce qu'il met son genou à terre pendant les hymnes nationales de l'Amérique. Mais au final, c'est que ça a fait beaucoup de publicité gratuite. Puis à chaque fois que Nike a fait un stunt comme ça, qui sont servis de quelque chose de controversé, il y a toujours eu des spikes dans leurs revenus. Il y a toujours eu plus de ventes en bout de ligne par la suite parce que le monde en parlant bien, il en parlant mal. Mais au moins, Nike ont toujours suivi c'est quoi leur personnalité, c'est quoi qui se tiennent, c'est quoi leur valeur. Puis à chaque fois, ça a fini en positif, même si les gens en parlaient en négatif. Donc, pouvoir des sujets polarisants, comme je disais, c'est quelque chose qui était vraiment controversé. Mais finalement, Nike ont eu 43 millions de dollars en publicité gratuite, juste parce que tous les journaux, tous les postes de télé, tout le monde dans la rue parlait juste de ça. Tout le monde a parlé de la pub a été vue des millions de fois. Mais juste en publicité gratuite de personnes qui ont fait un article ou qui en ont parlé à la télé, c'était évalué à 43 millions. En fond, comment ils évaluent ça, c'est combien ça coûterait pour avoir ce temps-là à l'antenne ou cette page-là dans les journaux.
bien ça, ils l'ont eu gratuit juste parce que ils ont choisi un côté à ce sujet-là, avec un athlète qui sponsorisait déjà. Donc, par où commencer? Chacun à sa façon. Y en a-tu qui avaient des questions par rapport au sujet polarisant ou au pub? Il n'y a rien dans le chat, non. OK, parfait. Donc, ici, c'est vraiment approximatif. Là. Ça, c'est selon moi. Là, si vous faites moins que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Là-dessus, j'ai sorti qu'est-ce qui est le minimum, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est très bien, puis qu'est-ce qui est extrêmement bien à faire. Donc, si on va avec le minimum, le monde devrait au moins avoir une affiche à l'extérieur, devrait au moins avoir les réseaux sociaux, avoir un Google My Business. Super important, Google My Business, parce que ça aide vraiment votre recherche organique. Puis si quelqu'un cherche directement le nom de votre site touristique aussi, il va le trouver plus facilement. Ça vous aide à sortir plus haut dans Google Maps. Ne jamais négliger ça, habituellement. C'est vraiment la base. Avoir un positionnement clair, donc que votre message, lorsque vous exprimez, va être clair. Vous allez être positionné de telle façon. C'est une station de ski. Est-ce que vous êtes plus familial? Est-ce que vous êtes plus expert? Est-ce que vous êtes plus... peu importe la façon. Avoir un positionnement clair, ça vous aide à rejoindre une cible qui est plus précise, donc qui est prête à être plus fan de vous en bout de ligne, parce qu'au moins ils vont savoir de quoi vous parlez, puis ils vont se sentir comme privilégiés parce que vous en donnez plus à eux. Avoir un bon service, avoir une bonne expérience sur place, relations publiques, si vous avez des choses qui se passent de minimum à toutes les fois, si vous avez une avancée dans votre organisme ou dans votre entreprise, d'avoir un communiqué de presse que vous allez envoyer aux médias, ça reste quand même un minimum de ne pas attendre qu'eux viennent vers vous, puis être sur les moteurs de recherche. Donc, il y a plusieurs façons de l'être, que ce soit avec les mots-clés, avec le Google My Business, avec peu importe la façon d'être sur différents moteurs de recherche. Les pages jaunes, c'est un moteur de recherche. Facebook, c'est un moteur de recherche. Qu'est-ce qui est bien si vous faites de la publicité? Donc, de payer pour la publicité, participer organiser des événements ou participer à des événements. Des fois que ça soit des... j'ai pas d'exemple qui vient en tête, là, mais vous comprenez. Votre storytelling, donc c'est une bonne façon que les gens s'attachent à nous, puis c'est une bonne façon aussi de parler de notre entreprise, de notre organisme. L'ambiance lors de vos activités, donc quand on est dans votre place, comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelque chose de spécial? Comment que les gens se sentent sur place? Tout ce qui est promotion, donc faire des 2 pour 1, si vous avez un truc à la fête des pères, à Noël, peu importe quoi. Ce qui est très bien, c'est d'avoir un slogan. On connaît tous des entreprises qui ont des slogans, puis que c'est quelque chose qui marque les gens, puis des fois on va les répéter, que ce soit pas de stress, .s ou peu importe quoi. Marketing de contenu, on va le voir un petit peu plus loin, mais ça, je vous en parle plus loin, on ne perdra pas de temps avec ça. Des infolettres, toutes vos entreprises sont capables de récolter des courriels, que ce soit lors des achats ou sur place. Donc, de s'en servir pour annoncer des choses, essayer de rester en tête des gens, de ramener des gens sur le site aussi. Des blogs super bons pour le référencement aussi. La manière que votre endroit est décoré, ça peut avoir une grande influence aussi. Parce qu'une boutique ou un endroit touristique, il y a quelque chose d'impressionnant à l'entrée. Des fois, ça va pousser les gens à aller sur place. Que ce soit, juste en exemple, le Madrid 2.0, souvent le monde ils vont arrêter là, ils connaissent pas ça, ils vont arrêter là juste parce qu'ils ont vu des dinosaures sur le bord de l'autoroute, ils vont arrêter là pour voir ça. Fait que, c'est un exemple de décoration. Avoir un marketing constant, fait que, de publier souvent, de faire des efforts marketing, de s'assurer d'avoir souvent des articles de blog, de travailler sa recherche, toutes ces affaires-là. Identité de marque cohérente, donc autant au point de vue de tout ce qui est logo que vos messages. Donc, l'identité, on parle vraiment de l'aspect visuel. Fait, quand vous faites des visuels sur les réseaux sociaux, la façon que vous utilisez le logo sur des affiches ou peu importe quoi, d'avoir quelque chose qui est cohérent, toujours utiliser les bonnes couleurs, toujours avoir la bonne police d'écriture. Ensuite, qu'est-ce qui est assez intense, mais que si vous avez les fonds, vous pouvez faire, avoir des programmes de référencement, avoir des... on voit ça des fois, il y a des places comme Lush, que quand tu rentres sur place, eux autres font beaucoup de trucs de savon, des choses comme ça. Tu reconnais l'odeur, tu es loin du magasin, mais
Là, tu le sens, puis tu te dis, c'est sûr que c'est ça, ou c'est une place comme Bat & Body ou des choses comme ça, mais ils ont des bonnes odeurs. Des fois, les sons, la musique qu'ils mettent sur place, ou peu importe quelle sorte de son, mais tout ce que tu peux mettre qui va chercher les autres sens de la personne. Après ça, implication sociale communautaire. Donc, ça peut être de sponsoriser d'autres événements, ça peut être de s'impliquer socialement, de faire une journée spéciale sur place, peu importe quoi. Marketing d'influence, amener des gens sur place qui sont des influenceurs, leur permettre de créer du contenu, puis de s'en servir ou de soit juste laisser ces personnes-là se servir de leur plateforme. Mettre votre logo sur une voiture, des choses comme ça, d'avoir un wrap sur des véhicules ou peu importe. Donc ça, c'est plein de façons qui coûtent soit pas cher, qui coûtent soit très cher, mais en bout de ligne, comme je vous disais tantôt, c'est vous autres qui choisissez ce que vous allez faire. Donc, on a tout le temps les gratuits, donc peu coûteux, on utilise nos ressources, on fait la mise en place nous-mêmes, c'est nous qui s'arrange avec, versus les payants que ça vous prend un budget, soit que c'est à l'interne ou à l'externe que vous allez le faire, soit vous allez engager quelqu'un, soit vous allez le faire à l'interne. C'est des choses qui sont plus rapides, tandis que les gratuits, souvent, plus qu'on sert plus notre créativité, c'est que ça va prendre plus de temps, ça va prendre plus de ressources. Mais si vous avez une bonne stratégie, vous allez être capable de prendre du gratuit, du payant, puis de voir, OK, qu'est-ce qui convient le plus à nous, qu'est-ce qui nous donne le plus de visibilité quand on le fait, puis qu'est-ce qui va valoir le plus de chaque dollar qu'on investit. Fait que, là, on va parler des types avec quelques exemples. Donc, on a différents types. Ça peut être des trucs avec du contenu. Fait que autant généré par les utilisateurs, on avait parlé dans la formation d'avant. Dans le fond, le contenu généré par les utilisateurs, c'est que les personnes, s'ils publient des choses, ben, ça vous fait de la publicité gratuite. On peut faire le tour des pages, des gros attraits culturels ou touristiques. Puis quand vous allez dans les trucs tagués, ben, vous voyez plein de personnes qui ont fait des publications, mais ça, à chaque fois, c'est la publicité gratuite que l'entreprise va recevoir. Du contenu atypique, marketing de contenu, encore là, on va le voir après. Guérilla marketing aussi, on va le voir, c'est vraiment de servir des manières créatives, investir moins d'argent, mais servir de quelque chose de créatif qui va générer du bouche à oreille. Donc, qui va faire parler les gens à la place qu'on mette de l'argent pour se mettre devant les gens. C'est eux autres qui vont plus participer à ça et qui vont propager. Digital et traditionnel, donc tout ce qui est des affichages, panneaux d'autoroute, pas de façade, site web, SEO, réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Donc, tout le monde a une petite entreprise média, que ce soit vous, que ce soit les personnes qui vous visitent. Tout le monde a une influence sur certaines personnes. Fait qu'on peut dire qu'on a une petite entreprise média. Quand vous publiez quelque chose, les gens qui vous suivent, ça les influence à faire quelque chose. Quand quelqu'un qui visite votre attrait touristique, son opinion, quand ses amis vont le voir, quand ils vont publier, que ce soit le message qu'ils vont écrire, que ce soit quelqu'un qui pose des questions, ces personnes-là ont de l'influence sur ces gens-là. Fait que c'est de s'assurer que les gens ont une bonne expérience, puis qu'ils ont envie de publier, qu'ils ont envie de participer à tout ça. Ça peut être un volume incroyable. Si on prend en exemple toutes les personnes qui ont publié une photo au zoo de Granby, il y en a peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ont tagué le zoo de Granby une fois dans leur vie, puis parce qu'ils ont eu une bonne expérience là-bas, qu'ils voulaient montrer une photo avec des animaux, peu importe quoi. Mais tout ça, à chaque fois, cette personne-là rejoint du monde, qui rejoint du monde. C'est à chaque fois, il ne faut pas que vous disiez c'est quelque chose de pas si important parce qu'en bout de ligne, c'est vraiment plus gros que vous pensez. On ne sait jamais où que ça va finir, qui va le voir, puis comment ça va se passer. Guérilla marketing, donc comme je disais, c'est d'utiliser la créativité pour trouver des méthodes non conventionnelles, augmenter la visibilité par le bouche à oreille. On va voir des exemples. Encore Nike, c'est une compagnie qui sont très forts sur le marketing. Il y avait les Jeux olympiques à Londres en 2012, puis Nike n'était pas le commanditaire principal. Donc, comment ils ont fait? C'est qu'ils ont trouvé une manière créative de se placer comme s'il était le commanditaire principal. Donc, on avait Adidas qui avait payé 150 millions, puis Adidas, en bout de ligne, ils ont eu 9000 tweets associés à leur compagnie pendant les Jeux olympiques. Puis Nike en a eu 16 000. Donc, Nike n'a pas payé un sou là-dessus. Adidas, pour le seul commanditaire des Jeux olympiques, avait payé 150 millions. Après ça, Adidas ont ajouté seulement 12 000 followers, tandis que Nike ont ajouté 57 000. Je vous rappelle,
Nike n'a pas payé un sou là-dessus, c'est seulement avec des méthodes de guérilla marketing. Puis aux États-Unis, la majorité des personnes pensaient que Nike était le commanditaire principal de l'événement, tandis qu'il n'y avait même pas le droit de... Parce que c'est ça l'affaire, il n'y a même pas le droit de parler de l'événement parce que, vu qu'il y a une entreprise qui payait, eux, il fallait qu'ils trouvent des manières qui étaient sans parler de l'événement directement. Comment ils ont fait? C'est qu'ils ont trouvé 28 autres London dans le monde, puis ils ont fait leur publicité avec ça. À place de parler de Londres au UK, où il y avait les Jeux olympiques, c'est qu'ils ont tourné des choses dans d'autres Londres. Fait que, si on voyait un panneau écrit London, ben, le monde pensait que c'était London pour les Jeux olympiques, tandis que ça pouvait être peut-être London en Ontario, au Canada. Il y avait utilisé des souliers aussi qui avaient un plus grand contraste avec les pistes. Habituellement, les pistes pour les courses, il me semble que c'est comme un brun un peu terre. Eux, ils avaient utilisé des souliers verts pour leurs athlètes, pour que ça paraisse plus. Donc, le logo aussi paraissait plus. Le monde, il portait plus attention aux souliers, puis il voyait le logo là-dessus. On a d'autres exemples. Ici, une compagnie de pizza qui, à place d'avoir les accroche-portes traditionnelles, il rentrait un truc en dessous. Fait que c'est comme tu avais ta pizza qui était prête, qui était arrivée. Domino's ont payé pour remplir des nids de poules dans une ville. Puis ils ont fait bien attention de mettre leur logo par-dessus. Puis genre, oui, on l'a fait. Fait que, tu sais, ça, c'était une manière de se faire remarquer, une manière de s'impliquer. Puis, c'est sûr que c'est une bonne vision là, par rapport à la façon que les gens voyaient la compagnie. Ici, on a Axe. On a tout le temps les trucs d'une personne qui court vers la sortie. Eux autres, ils ont rajouté une affaire. On voyait souvent les publicités Axe, un paquet de filles qui sautaient sur un gars toutes les fois qu'ils se mettaient du Axe. Fait qu'ils ont resté dans le même courant que ces pubs-là, mais ils ont trouvé une manière créative de le faire. Qu'est-ce que ça leur a coûté? Ça leur a coûté une petite patch de même, peut-être un 5 $. Mais il y a sûrement beaucoup de gens qui ont pris une photo de ça, qui en ont parlé à d'autres personnes. Ici, c'est peut-être une affaire de Greenpeace ou quelque chose comme ça qui ont mis, pour sensibiliser les gens à toutes les fois qu'ils utilisent un truc à canette, de les défaire après ou de juste pas utiliser de plastique. On a aussi Monsieur Net. On a la seule barre du passage qui est blanche. Puis on a le logo de Monsieur Net. Fait que c'est une manière que les gens se rappellent que Monsieur Net, ça nettoie bien. Fait que ça, c'est toutes des manières qui ne coûtent pas trop cher et qui sont super créatives. Après ça, on a d'autres façons, ici, pour faire penser au monde, que, comme s'il est en train de prendre une bière. On a le panneau d'autoroute. À la place de faire un petit panneau normal, Oreo ont fait une affaire comme si c'était en 3D. On a McDo, qu'eux autres, ils ont fait un truc. On a la lumière que la nuit, parce qu'ils veulent rappeler au monde qu'ils sont ouverts la nuit puis d'aller manger chez eux la nuit, vu que c'est une des rares places 24 heures. On a la lumière qui vient créer le M. Donc, même si c'est pas le gros M habituel, mais les gens sont capables de le remarquer assez facilement, puis on se doute que c'est McDonald's. Il y a Red Bull. Il y avait un truc qu'ils avaient fait, eux, quand ils ont commencé, pour avoir plus de parts de marché à Londres. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils avaient commencé... Juste voir si... OK. Ils avaient commencé à faire un truc qui était super brillant, c'est que où les bars, dans les poubelles, ils mettaient un paquet de canettes Red Bull utilisées. Fait que là, le monde, à toutes les fois qu'il arrivait pour jeter quelque chose, il voyait des canettes Red Bull. Fait qu'il se disait, ça doit être populaire, tu sais, j'arrête pas d'en voir partout, tout le monde a l'air de boire ça. Fait que ça a influencé le monde à essayer le produit quand il le voyait en magasin parce qu'il n'arrêtait pas de le voir qui avait déjà été consommé. C'est une manière super brillante, puis ça les a aidés à devenir numéro 1 à Londres quand ils sont installés là-bas. Fait que ne jamais sous-estimer la créativité. Ça, c'est quelque chose qui leur a coûté des canettes vides, mais ça leur coûte quoi? 3 sous par canette environ. Fait que même s'ils utilisaient 100 000 canettes, ça restait quand même un montant qui était convenable pour qu'est-ce que ça a rapporté par la suite. Façade de magasin. Quand on voit des magasins comme ça, les gens ont plus tendance à prendre des photos avec ou vouloir entrer à l'intérieur, voir ça ressemble à quoi, que si on a une façade normale. Fait que des fois, je ne dis pas d'avoir la meilleure façade tout le temps, d'ajouter des lumières pour que tout le monde le voit la nuit quand il passe en avant, mais si ça fonctionne avec votre entreprise, avec votre attrait touristique, pourquoi pas en profiter et essayer de mettre un petit peu de budget pour faire de quoi de beau que les gens vont avoir envie de prendre des photos avec. On a d'autres exemples ici. Eux autres, c'est un truc de vin. Ils avaient ajouté des bouchons de liège.
une boutique comme ça pour du linge, c'est juste que ça donne envie d'y aller. Puis même à l'intérieur, que ce soit un attrait touristique ou une autre sorte, mais n'hésitez pas à avoir quelque chose de beau qui donne envie aux gens d'y aller, puis qui donne envie aux gens de pas d'être en confiance, mais juste de se dire que cette place-là, ils prennent la peine, puis on trouve ça vraiment cool venir ici, on aime ça, puis on va revenir, c'est sûr. Bon. Les publicités Burger King, ils avaient trouvé une manière super créative de se mettre en avant des gens. Ils avaient fait une batch de publicité, puis à chaque fois, c'était ciblé vers des vidéos. Fait que cette fête, la personne arrive pour regarder une vidéo de chat sur YouTube, puis eux, ils avaient fait c'était positionné précisément pour ces vidéos-là. Fait que la publicité, ça commençait. Bon, ben là, avant que tu commences à écouter ton vidéo de chat, ben, on voudrait te parler de quelque chose qui est. Fait que là, il commençait à. C'était quelque chose qui était targeté, vraiment précis, puis que les gens, ben, il y avait plus de chances qu'ils l'écoutent parce qu'à toutes les fois, ça avait rapport à la vidéo qu'ils mettaient. Fait que, avant d'écouter la vidéo, tu avais quelque chose qui avait rapport à ça. Ou, ça, c'est une deuxième campagne qu'elle a faite dans le même genre, puis que c'était juste pas encore des pubs, c'est assez gossant. Mais savez-vous qu'est-ce qui n'est pas gossant? Mais c'est avoir un 2 pour 1 sur les Whoppers. Fait que c'est juste des manières créatives de se placer qui ne coûtent pas super cher, mais qui sont vraiment différentes d'une publicité qu'on voit normalement, qui fait souvent générique puis qu'il n'y a aucune créativité dedans. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent? Pour le moment, je ne vois pas de main levée ni dans le chat, mais n'hésitez pas, les gens, si vous avez des commentaires, des questions ou peut-être des observations que vous avez vues là, dans vos différentes activités ou dans vos secteurs, ben n'hésitez pas. Oui, puis surtout, j'essaie de couvrir beaucoup de sujets, là, fait que si vous voyez quelque chose que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on va pouvoir ralentir un peu. Je sais qu'on va essayer d'avoir une plus longue période de questions qu'à l'habitude à la fin. Là. Je vais faire mon possible pour ça, parce que c'est quand même un sujet qui est très large, puis la dernière fois, on n'avait pas eu grand temps pour les questions, là, fait que on va essayer de garder plus de temps pour ça. Mais si vous avez des questions sur le coup, des choses que vous voudriez savoir ou que vous avez besoin d'inspiration de plus, n'hésitez pas, ouvrez votre micro, puis interrompez-moi, il n'y a pas de problème avec ça. Ben, vois-tu, on a Sandy de la Vallée Secrète qui lève la main. Vas-y, Sandy, s'il te plaît. Allô? Dans le fond, c'est ça, je me disais, il y avait quand même beaucoup d'exemples dans ce que vous avez donné, là, que c'est des choses qui intervenaient sur la voie publique. Là. Je pense que tu dis que c'est pas très coûteux, mais j'ai comme un questionnement. Comment ça peut coûter convaincre la ville de peinturer une barre blanche à terre avec Monsieur Net ou rajouter une affiche verte à côté de la sortie de secours au métro? Ben, le truc de Axe, je pense pas qu'ils ont demandé la permission. Ça doit être juste de quoi qu'ils ont collé là. Il y en a plein qui font des trucs de même, puis en bout de ligne, si ça s'enlève facilement, qu'ils peuvent juste l'enlever, ben, ça coûte rien de le faire. Là. Tu le colles là, puis tu t'en vas. Ça peut être n'importe qui l'a collé, ça n'a pas besoin d'être l'entreprise. Je dis pas d'aller peinturer un mur, là, mais je te promets que la gommette qu'ils ont mis là, ça s'enlève facilement, puis ben, je pense pas que ça ait dérangé grand-chose. Sûrement le concierge de l'agent de sécurité, là, juste enlevé à un certain point. C'est sûr que la ligne sur la rue, je sais pas perso comment ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont juste fait de même? Dans le pire des cas, ils ont juste rendu service à la voie publique en repeignant les lignes qui étaient rendues maganées. Fait que c'est juste pour ajouter leur logo là-dessus, mais je pense pas que vous pouvez vous informer avant de faire des actions comme ça, mais c'est juste des exemples en bout de ligne. C'est juste montrer la créativité des gens, où que ça peut mener. Après ça, c'est vous qui décidez. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin de demander à la ville de faire quelque chose? Comme il y en a qui font des stunts sur la rue, c'est une que j'avais vu une fois, je me rappelle pas exactement c'était quoi la compagnie, mais il avait mis un bouton, puis c'était marqué « Est-ce que t'es game? » Puis là, la personne s'appelle sur le bouton. Il y avait comme une affaire incroyable de genre une 50aine de personnes qui étaient coordonnées pour y simuler un kidnapping, y amener la personne à quelque part. Là, il y avait d'autres choses qui se passaient, puis en bout de ligne, c'était juste un stunt marketing qui était filmé du début à la fin, puis que je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de la permission de la ville pour faire dans tous les cas. Des fois, ça peut arriver. Des fois, t'es mieux de le faire. Des fois, ça peut être de quoi qui est vraiment quick, qui dérange personne.
Au même principe que quelqu'un qui joue de la musique sur la rue pour ramasser de l'argent. Il y a des places où tu as besoin de permis, il y a des places que tu n'en as pas besoin. Mais tu peux t'informer avant ou tu peux faire ta campagne selon qu'est-ce qu'on va avoir besoin de moins de permission. Oui, puis effectivement, puis il y a peut-être même des partenariats avec les municipalités. Là. C'est sûr que exact. Le terme est guérilla. Hein. On s'entend là, que c'est quand on est un petit peu plus osé dans nos façons de faire. Mais par exemple, de peindre sur le bord du trottoir ou sur une ligne là, de traverse, ben, il y a peut-être que la ville, elle aussi, là, elle a un budget marketing puis qu'elle pourrait vouloir augmenter la visibilité là, de ses attraits localement. Fait qu'il y a peut-être même une opportunité de partenariat à certains égards là, sur la voie publique. Il y avait une autre question. Juste une petite seconde avant. Oui. Là, je te mets dans des petites villes, des choses comme ça. Souvent, ils vont être vraiment plus enclins à faire des trucs. Puis, il y a des villes que les lignes du trottoir sont peinturées de plein de couleurs parce que ça fait plus beau. Vous pouvez faire des trucs avec de la craie au pire sur le trottoir. Il y a des enfants qui le font, puis je pense pas qu'il y en ait qui soit déjà fait arrêter. Fait que c'est juste de réfléchir à quelque chose de créatif. Après, est-ce que vous avez besoin d'autorisation ou non? Comment est-ce qu'on peut bypass les autorisations avec des partenariats ou des choses comme ça? Il y a vraiment plein de façons. Moi, c'est vraiment des exemples que je vous donne pour vous donner une idée de qu'est-ce qui est possible. Est-ce que de se faire donner une amende pour avoir fait ça, est-ce que ça revient moins cher que s'il y avait eu le même résultat en pub de personnes qui ont pris des photos, qui ont vu ça? En bout de ligne, ça peut être bien des choses, mais... Puis on revient ou parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, la boucle se fait. Ouais. Je pense pas que Domino's sont fait chicaner bien par la ville pour aller boucher des trous. Là. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Assurez-vous que c'est légal, mais en bout de ligne, si vous avez une idée créative qui fait du sens, ben, pourquoi pas essayer ou demander des infos pour la faire. La question? Bon? Non, je pense que ça y est. Tu peux continuer. OK. Marketing de contenu, ça, c'est un exemple qui... je l'ai dans la tête depuis des années. À toutes les fois que quelqu'un me dit c'est quoi du marketing de contenu, c'est pas mal l'exemple ultime. Le gars, il vend des blenders. Fait que, des trucs pour faire des smoothies puis blender de la nourriture. Puis comment il a fait pour montrer un des trucs qu'il voulait promouvoir de son blender, c'est que ses lames étaient indestructibles, que c'est... quand tu mets quelque chose dans le blender, il va pas bloquer comme les autres blenders. Il est plus puissant, les lames sont de meilleure qualité. Comment il a fait? Ben, il a commencé à blender n'importe quoi. Il a blendé des ordi, des téléphones, des jouets. Puis à un moment donné, il a même fait participer les gens. Il disait en commentaire sur YouTube, okay, dites-moi qu'est-ce que je devrais blender après. Fait que le monde commençait à dire des choses. Il a comme parti un mouvement avec ça. Puis c'est quelque chose de super créatif qui a amené des millions de vues pour un blender que... En temps normal, tout le monde s'en foutrait. Puis il a fait une vingtaine de vidéos là-dessus qui a tout eu des millions puis des millions de vues. Fait que en exemple, on a celui-là ici. Fait que c'est rien de sorcier, là. Il met l'iPhone là-dedans. Puis là, il dit, je vais pousser le bouton Smoothies. Puis là, ça va blender. Il n'y a rien de grosse qualité là-dedans. Là. C'est pas une grosse équipe de production qui a fait ça. C'est pas... ça a coûté un iPhone. Il peut prendre un iPhone qui coûte pas cher. Il y en a à 100$ sur Marketplace. Là. Il n'y a même pas besoin de fonctionnel, rien. Mais il a trouvé une façon créative de faire la promotion de qu'est-ce qu'il voulait mettre de l'avant. La puissance, puis la qualité des lames. Peut-être que vos attraits touristiques, il y a des choses que vous voulez mettre de l'avant, que vous pouvez faire du marketing de contenu de telle ou telle façon. Ça, c'est... Je pense que c'est avec le Carnaval de Québec, à un moment donné, pendant le rendez-vous qu'il y avait au DigiHub, il a parlé qu'il avait fait un concours, il me semble que c'était un truc d'eau glacée. Fait que ça, c'est quelque chose que le monde a voulu participer, qui ont voulu faire le challenge. Ça reste du marketing de contenu qui est mélangé avec du contenu généré par les utilisateurs. Il n'y a pas de bonne façon, il y a juste des façons créatives, il y a des façons qui coûtent plus cher, d'autres qui coûtent moins cher. Ça, ils ont trouvé une façon de faire quelque chose qui aurait apporté beaucoup d'argent avec de quoi de vraiment pas cher. Le monde a commencé à écouter ça, puis finalement, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont acheté ça juste parce qu'ils voulaient dire à leurs amis, le blender qui blende n'importe quoi, ben, je l'ai acheté finalement, que ce soit en joke ou que ce soit parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment bon, que ça puisse blender n'importe quoi.
Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? Il semble pas, mais on avait un commentaire d'Alain Caron là, qui disait que justement là, pour la craie sur les trottoirs avec les enfants, ils l'ont fait pendant plusieurs années pour le symposium des arts de Danville. Et puis, je pense que vous vouliez peut-être le reprendre, là, Alain, si je ne me trompe pas. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment de trouver la façon que vous voulez le faire. T'sais, en bout de ligne, tout revient à ça, puis ça revient à c'est quoi les risques que vous pouvez prendre, comment est-ce que vous pouvez calculer les risques. Comme je disais, Monsieur Net au pire, je suis sûr qu'ils ont fait plus d'argent en payant une amende, si jamais il y a une amende, mais je pense pas que c'est quelque chose qui était négatif d'avoir fait ça. Ça peut juste rendre service en bout de ligne. Contenu généré par les utilisateurs. Ça, c'est un exemple, c'est une place proche de où que je suis en ce moment. Eux autres, ils ont mis un mur comme ça avec des ailes. Puis il y a plein de monde qui vont. Ils ont plusieurs endroits. Il y a un endroit que c'est des petits flamets, il y a un endroit que c'est le truc d'ange. Mais il y a des milliers de gens qui ont reposté des photos avec ça. Il y a même plus de gens qui ont posté des photos avec ça, qui ont posté des choses avec leur truc de gelato. C'est un magasin de gelato. Fait que, tu sais, des fois, ne pas sous-estimer la valeur d'ajouter un truc, qu'il y a le logo quelque part ou que les gens vont pouvoir reconnaître, ils vont pouvoir taguer la place. C'est vraiment généré par des utilisateurs. D'autres exemples, ça peut être le Festival Western. Il y a plein de gens qui ont pris des photos avec le signe ici, juste parce qu'ils trouvaient ça cool de le prendre, de montrer où il était. Ou des gens qui font des photos. C'est un événement western, fait que le monde s'habille en cowboy, puis ils veulent prendre des photos d'eux autres en cowboy. Fait qu'après ça, ils vont taguer le Festival Western, ils vont le mettre en hashtag, ils vont le mettre la localisation. Puis ça, c'est de la visibilité le monde a l'air d'avoir du fun. Le monde, c'est tout le monde qui suit, ils se disent ça a l'air le fun, pourquoi pas y aller la prochaine année ou pourquoi pas y aller la fin de semaine prochaine. C'est vraiment des façons peu coûteuses. Je suis sûr que ça va pas coûter. Ça a dû coûter au moins 1 000 $, j'imagine, pour partir ça, mais quand tu as des milliers de personnes après qui prennent une photo avec, pourquoi pas. Un bon exemple, Disneyland, ils viennent d'annoncer qu'ils vont offrir les photos gratuites quand les personnes font des manèges. Fait que, tu sais, pourquoi? C'est juste parce que le monde va pouvoir les poster sur les réseaux sociaux. Ils vont montrer qu'ils ont une belle expérience, ils vont parler de la place. Fait que les autres, ça donne de la visibilité gratuite. Fait que, tu sais, ils sont à place de faire de l'argent avec vendre ça, que finalement, personne quasiment les achète. Fait que tu dépenses des ressources pour rien. Ça coûte quand même de l'argent, autant en électricité qu'en équipement, l'usure de l'équipement qui prend des photos à chaque fois. Tu sais, pourquoi pas le rentabiliser on les donne aux gens. On peut même ramasser leur courriel, c'est parfait. On ramasse leur courriel, on leur envoie par courriel. On peut renvoyer des infolettres, on peut envoyer des promotions. Eux autres, ils s'en vont avec ça, sont bien contents de poster sur les réseaux sociaux. Nous autres, on ramasse de la visibilité en plus d'avoir le courriel. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas un mauvais move d'avoir fait ça. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'endroits qui sont comme ça qui pourraient prendre exemple. Que ce soit des trucs comme. C'est un exemple, mais si j'ai jamais été, fait que je sais pas ce que je vais avancer s'ils font ça ou pas. Mais une place comme Passion Lavande qui ont des champs de lavande, ben, je pense pas qu'il y ait. Je pense pas qu'il y ait un photographe, mais s'il y avait un photographe, le monde posterait encore plus de photos de ça. Publicisez ce que vous faites. Fait que, ayez pas peur de payer pour de la pub. Ça reste que la pub sur les réseaux sociaux, c'est la pub qui est super facile, qui est super efficiente, donc ça coûte pas cher, puis vous n'avez pas besoin de très grandes ressources pour ça. Ensuite, le bouche à oreille. Est-ce que vous m'entendez encore? On dirait que Michel est prise dans le coin. Ouais, oui. Ça marche encore? Parfait. Oui, ça fonctionne. Parce que moi, je me vois pas, là, ça bouge encore, je vois personne, là, je vois juste mon écran, fait que je commence à m'inquiéter. Fait que le bouche à oreille, il y a un livre qui s'appelle La vache violette. Le principe de ce livre-là, c'est si tu n'es pas remarquable, tu ne seras pas visible parce que tout le monde se ressemble. Donc, si tu n'es pas remarquable, tu ne seras pas visible, tu ne seras pas capable d'aller créer des liens et d'amener des gens chez vous. Puis en plus, ça va te coûter plus cher faire tes trucs parce que faut que tu convainques les gens à place de les laisser en parler et puis d'être les petits virus qui propagent. Donc, il donnait un exemple. Il était en France, il se baladait dans les milieux un peu plus ruraux. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'arrêtait pas de voir des vaches. Puis, les vaches, quand
Quand tu n'en vois pas souvent, c'est cool, mais quand ça fait à peu près un milieu de 2-3 000 vaches que tu vois en te promenant dans la campagne française, ça demande que tu ne les regardes plus, tu fais juste regarder le paysage, ça ne t'impressionne plus. Mais si tu arrives, puis là, finalement, après avoir vu 2000 vaches, puis que ça ne t'intéresse plus, tu vois une vache violette, bien, ça se peut que tu arrêtes, tu prennes des photos, c'est vraiment quelque chose qui est différent, qui attire l'attention. Fait que le principe de ce livre-là, c'est juste, trouve des manières de te démarquer des autres, trouve des manières d'être exceptionnel, puis plus que tu vas être exceptionnel, plus que les gens vont en parler, parce que les gens veulent montrer aux autres qu'ils connaissent des trucs cool. Ils se placent comme, pas un expert, mais ils se placent comme quelqu'un qui est cool, qui fait des bonnes recommandations, d'envoyer des gens vers des places qui sont exceptionnelles. C'est vraiment une façon qui est super efficace de faire du bouche à oreille. Trouver une manière, ça peut être avec le positionnement, d'avoir un service qui est extraordinaire, qu'on en fait plus pour les gens, que ça se peut que les gens en parlent parce qu'ils ont une super bonne expérience là-dessus, puis qu'ils veulent dire aux autres, ben, j'ai eu un problème, ils ont réglé ça super facilement, puis l'expérience client que j'ai eue sur place, c'est incroyable, c'est sûr que je vais y retourner, je suis vraiment satisfait. Qu'ils en parlent à un souper de famille ou qu'ils en parlent à un ami ou qu'ils en parlent à peu importe qui, c'est jamais de la mauvaise pub. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, de se placer comme de quoi d'extraordinaire, de se placer avec de quoi de différent, de se placer comme vraiment positionné dans un secteur, avec une cible bien précise, que vous faites attention à cette cible-là, puis que vous créez une communauté autour, c'est la meilleure façon de faire du bouche à oreille. Donc, stratégie super important parce que, comme je vous dis, à chaque webinaire, à chaque fois qu'on fait une pièce de contenu, la stratégie, c'est vraiment ça qui va faire que vos actions vont valoir la peine ou non, parce que, comme on a vu tantôt, si vous faites une action, ça se peut que ça passe dans le beurre, que ce soit l'action la plus extraordinaire ou pas, mais avoir une cohérence, avoir une récurrence, puis de mettre des efforts sur le long terme, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc, comment on peut réfléchir à qu'est-ce qui va marcher le plus, quel genre de campagne qu'on peut faire, c'est quoi les efforts de visibilité qu'on peut faire dans cette campagne-là. Puis en bout de ligne, vous allez avoir une bien meilleure direction que si vous y allez un petit peu avec du essai-erreur. Vous pouvez faire du essai-erreur dans une stratégie, mais ça va être quand même vraiment plus précis. Puis vous allez être capable de mesurer plus à la fin votre succès si vous savez ce que vous faites, puis vous savez un petit peu ça va être quoi les prochaines étapes que vous devez faire. Donc, justement, Francis, oui. On avait une question de communication par Marie-Victorin. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu nous dis. Là. La question était qu'est-ce que tu suggères comme formule ou processus qui conduirait à la création d'une campagne de contenu pertinent? Puis avec la question, je veux juste vous rappeler aussi que vous pouvez bénéficier là, des conseils puis d'un accompagnement là, de Francis, d'autres personnes chez Coda ou encore de d'autres firmes là, pour vous accompagner de façon beaucoup plus personnelle. Mais voilà, est-ce que tu pouvais peut-être répondre à cette question-là? Ben, nous, comment on fonctionne toujours avec une stratégie, fait que de savoir c'est quoi nos objectifs, quel genre de message qu'on veut faire, puis comment qu'on pense qu'on peut atteindre nos objectifs le plus rapidement, le plus efficacement possible. Après ça, ça peut être le même principe que le Blender. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Comment qu'on veut le mettre de l'avant? Est-ce qu'il y a des manières de faire ce qu'on veut faire, mais qui ne sont pas directement comme ça? Est-ce qu'on peut renverser l'ingénierie puis faire les choses à l'envers, puis que finalement, ça va amener où qu'on veut aller, mais que ça va être une façon vraiment différente et innovatrice? Comme je dis, il n'y a pas de mauvaise façon. Essayez des trucs, mais il faut que ça suive la ligne directrice que vous allez faire avec votre stratégie. Est-ce que vous avez un truc différent chez vous que vous pourriez utiliser de façon différente? Que ça soit un beach club qui va faire des constructions en sable pour que le monde prenne des photos avec puis que c'est impressionnant, ou que ça soit peu importe quoi. De trouver, nous, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on peut le faire de façon différente pour faire jaser les gens. Des fois, les employés peuvent être d'un gros soutien là-dessus. Des fois, ils ont des idées, puis c'est juste qu'on les écoute pas, mais vous pouvez faire un sondage à vos employés. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour attirer plus de vues? Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait installer, que les gens prendraient des photos avec, puis qu'ils nous tagueraient là-dessus? Est-ce qu'il y a un problème dans notre ville, ou est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait s'impliquer socialement qui amènerait de la bonne visibilité? Ça peut être infini, mais je vous suggère fortement de partir de c'est quoi nos objectifs, puis c'est quoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur,
puis après essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se fait dans notre marché, qu'est-ce que nous autres on fait, qu'est-ce qui se fait pas, comment on pourrait le faire de la façon qui se fait pas, qu'est-ce qui fitterait, peut-être quelque chose qui se fait dans une autre industrie que vous pourriez mettre dans la vôtre puis que personne ne fait, que vous seriez différent dans votre industrie. T'sais, les moyens sont infinis, c'est juste d'y réfléchir puis d'essayer de suivre une stratégie qui fait du sens. Merci. Donc, vraiment, faites... Oui. Il reste encore 3-4 minutes. Oui, on arrive à la fin. Fait que, tu sais, oubliez jamais de faire différent. Tu sais, essayez de sortir de l'ordinaire parce que personne ne veut quelque chose d'ordinaire en bout de ligne. Là, l'ordinaire, c'est plate, c'est du pré-mâché, c'est quelque chose que tout le monde est habitué, mais aussitôt que vous allez être capable de sortir un petit peu de ça, que ça soit, comme je disais, ça peut être des décorations, ça peut être un truc que le monde prenne des photos, ça peut être juste de tweaker un peu votre expérience ou de prendre un aspect de votre expérience puis de l'amener au prochain niveau, d'essayer une nouvelle technologie, c'est infini, mais rappelez-vous que qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est différent, c'est ça qui va capter l'attention, au même principe que la vache violette. Donc, puis pour qui qu'on le fait, quoi? C'est qu'est-ce qui intéresse ces gens-là, qu'est-ce que nous autres on fait, puis c'est quoi les conventions de notre industrie, comment qu'on peut repousser les limites, comment qu'on peut passer par en arrière. T'sais, comme je disais tantôt, si vous faites le processus à l'envers, peut-être que ça va vous aider à trouver des solutions parce que on regarde toutes les choses de la même façon, mais si on commence à les regarder avec un angle différent, peut-être qu'on va voir quelque chose de différent qu'on peut exploiter. Même principe, je reviens avec le blender. Il blende des trucs, mais il y a juste une façon de penser différente. À la place de blender de la nourriture, on pourrait montrer aux gens à blender avec d'autres trucs, puis juste les intéresser avec ça. Fait que il a juste changé l'angle qu'il pensait. Le blender fait exactement la même chose qu'il fait. Il ne fait pas faire des backflips à son blender, puis il fait juste mettre des trucs différents dedans, puis ça a attiré des milliers de personnes, des millions de personnes. Fait qu'on serait rendu aux questions. Merci, Francis. Super intéressant. Oui, des questions, des questionnements. Tantôt, là, on a parlé de l'expérience avec la craie, avec les enfants, puis je pense que le commentaire était qu'effectivement, la ville veut revenir vers ça. Est-ce que vous avez peut-être vous-même déjà fait des choses un peu hors du commun que vous voudriez partager ou allez-y, la place est à vous. Je peux donner un autre exemple. Le film It, avec le clown là, qui se cache dans les trucs d'égout, ben, quand ils ont sorti le film, il y a des places qui avaient accroché une ballonne rouge ou les bouches d'égout, juste pour rappeler au monde que le film sortait bientôt. Le monde, aussitôt qui pensait à ça, il l'avait déjà vu dans les publicités. Fait qu'ils ont mélangé ce que le monde voyait en numérique, donc à la télé ou sur les réseaux sociaux avec la pub payante. Ils l'ont mis dans le monde réel avec vraiment une ballonne ou la bouche d'égout qui reproduisait ça. Fait que le monde prenait des photos puis il en jasait.